aventuriers de l'étrange. Oui, on va parler des deux sujets ce soir. La dermo-optique, c'est-à-dire comment ressentir une couleur avec la main, juste en approchant soit son corps ou la main d'une couleur, sans la voir évidemment. Moi je suis daltonien, est-ce que ça marche aussi pour les daltoniens? Et oui, parce que la personne que l'on va avoir en ligne tout à l'heure a fait des expériences avec des aveugles. Voir comment est-ce qu'ils percevaient les couleurs. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et en premier sujet, on va aller faire un tour du côté des crop circles. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, je crois savoir, parce que Mathieu tout à l'heure on a parlé, c'est les fameux ronds dans les champs. Voilà, les grandes formes géométriques. Comme sur la pochette des Led Zeppelin. Exact, voilà. Exact. Alors, d'où ça vient? Qui les fait? Le dossier n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le dossier est ouvert, les aventuriers de l'étrange, vous le savez, c'est tout le week-end entre 22h et minuit. Bonne soirée à tous. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Cheselorio Massarini, soutienere di forza. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison, donc avec beaucoup de beaux sujets, des sujets passionnants que mon équipe et moi-même préparons d'arrache-pied. Et ce soir d'ailleurs, nous allons commencer, vous l'avez entendu lors de ma conversation avec Benoît, avec deux sujets tout à fait étonnants. Tout à l'heure, entre 23h et minuit, nous parlerons de la dermo-optique. Alors, comme son nom le souligne, enfin pas tout à fait, la dermo-optique, c'est la capacité de ressentir les couleurs en les touchant, sans les voir évidemment, ou simplement en approchant la main d'une couleur. Alors ça ouvre le champ à beaucoup de questions. Par exemple, peut-on voir avec autre chose que les yeux? Quelle influence les couleurs peuvent-elles avoir sur nous sans que l'on s'en rende forcément compte? Telle couleur ou telle autre peut-elle nous apaiser, nous rendre nerveux, nous agresser, nous détendre, nous faciliter la cogitation intellectuelle? Nous découvrirons tout cela avec deux scientifiques, avec Jean-Pascal Bailly et Yvonne Duplessis, qui étudient cela depuis des années. Mais pour cette première heure, nous irons à la découverte des crop circles. Ce sont des dessins qui apparaissent dans des champs de céréales. Ces dessins peuvent avoir des dimensions énormes, ils sont parfois très très beaux, parfois très simples. Qui les fait? Des artistes en mal de pub, des farceurs, des extraterrestres, des forces inconnues? Eh bien nous allons découvrir ça avec mon premier invité, l'ufologue Patrick Gross. Bonsoir. Oui, bonsoir Louis. Merci de venir nous rejoindre dans les aventuriers de l'étrange pour nous éclairer un petit peu concernant ces crop circles. La première question que je vais vous poser tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que un ufologue s'intéresse à ces crop circles? Est-ce que ça a à voir avec, on va dire, des éléments entre guillemets que l'on peut qualifier d'exotiques, d'extraterrestres? Vous allez nous expliquer tout ça parce que sur votre site, on voit que vous avez enquêté très sérieusement sur ce sujet. Alors bien entendu, vous qui nous écoutez, vous pouvez venir nous rejoindre par le biais des SMS sur votre portable. Vous tapez le mot Sud, vous laissez un espace, ensuite vous envoyez votre question que je poserai à notre invité, à notre spécialiste des crop circles, donc Patrick Gross. N'hésitez pas, Sud, un espace, votre question, votre réaction, et vous envoyez le tout au 71 200. Franchement, entre nous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, la saison 2 des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Patrick Gross, nous allons donc pendant cette première heure avec vous arpenter les champs de céréales et essayer de comprendre ce que sont ces crop circles, qui les fait, si tant est que nous puissions avoir pour tous les crop circles des réponses. D'abord, définition, Patrick Gross, vous êtes informaticien, vous vous intéressez à l'ufologie et au crop circle. Définition d'un crop circle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un crop circle, c'est simplement une figure qui est tracée dans un champ et qui est tracée sous la forme d'un aplatissement des plantes. Donc, vous prenez un champ de blé, un champ de colza, un champ de maïs, un champ de ce que vous voulez, avec des plantes qui offrent une surface
relativement régulière. Ouais. Et vous retrouvez là-dessus un dessin. Alors, on va voir qu'il y a eu des cas très simples, un rond rempli Ouais. ou un cercle, donc un tracé qui est circulaire mais dont la partie centrale n'est pas remplie. Et puis des figures beaucoup plus complexes qui sont toujours simplement des aplatissements de la végétation. Les plantes sont couchées. Ouais. Mais il y a des figures qui sont vraiment très très belles et très complexes, finalement. Absolument, oui. Ouais. Alors, les premiers crop circles sont apparus quand? Est-ce qu'on a une idée, leur histoire en quelque sorte? C'est ancien, c'est récent comme phénomène? Alors, ça débute, pour le public, ça débute dans les années 80. Ouais. Ça débute en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre plus précisément, au moment où on trouve les tout premiers tracés dans les champs qu'on va appeler des crop circles. Au départ, ça fait absolument aucun bruit. Ça reste une petite trouvaille par quelques ufologues qui se demandent ce que c'est. Ouais. On n'en parle pas dans les journaux, on n'en parle pas à la télévision, c'est relativement confidentiel, ça n'a pas beaucoup de succès ou d'impact. C'est de l'ordre de l'anecdote, quoi, vraiment, pas plus. Voilà, alors c'est les années 80, donc... c'est récent, donc, ouais. Ouais, vous allez avoir un premier groupe d'ufologie qui s'appelle Probe, qui n'existe plus actuellement, qui se penche là-dessus. Un paysan leur a signalé qu'il y a des ronds dans son champ, ils sont venus voir. Évidemment, comme ces ronds, ça fait tout de suite penser à des soucoupes volantes qui sont supposées être rondes, même si c'est pas toujours le cas. Ouais. Et donc la question était au départ une question ufologique. Est-ce que c'est l'atterrissage d'un engin extraterrestre qui a causé l'aplatissement circulaire de cette végétation? Donc c'est la question que vont se poser les ufologues au départ. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est du ressort du domaine de l'ufologie, alors. C'est pour ça qu'initialement les ufologues s'y sont intéressés, oui, très clairement. On va voir d'ailleurs que c'est pas un hasard. Mais dès le départ, la question c'était est-ce que c'est un ovni qui se pose, qui aplatit les céréales dans ces champs? Ouais. Et ensuite, je serais tenté de dire que l'histoire se précipite. Il y en a de plus en plus, et très souvent en Angleterre d'ailleurs. Voilà. Alors ça continue toujours en Angleterre. On arrive dans l'année 83, et puis là, ça devient un petit peu plus bizarre parce que on remarque que il n'y a pas toujours un seul cercle. Quelquefois, il y en a deux côte à côte, ou trois, ou quatre. Alors évidemment, quand il y en a trois, ils sont en triangle. Quand il y en a quatre, ça fait un carré. Et on finit par voir des lignes entre ces cercles. Alors ça pose des questions, et du coup, on commence à se demander si c'est vraiment des soucoupes volantes qui atterrissent, qui créent ces dessins. Ça paraît bizarre. Ouais. Ça fait des drôles de formes. Ouais. Alors ça, en fait, ça commence avec des ufologues, c'est très confidentiel, mais vers 81, il y a un ufologue qui était peut-être un petit peu plus connu que les autres, qui a fait un gros tintouin parce qu'il en a trouvé un très 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 joli, qu'on voyait très bien depuis le bord d'une route. Et lui, il a alerté les journaux, il a alerté la presse, il a dit mais venez donc voir, là vous pouvez pas nier que ça existe, vous en avez un devant votre nez, il suffit de venir avec vos appareils photo, vos caméras, et vous verrez bien qu'on raconte pas des histoires, il y a des trucs dans les champs, c'est mystérieux, c'est bizarre, venez voir. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a pris une relativement grande ampleur par l'intermédiaire des journaux d'abord. Ouais. Mais les dessins, si j'ai bien compris, donc l'histoire que vous êtes en train de nous raconter était tout à fait banaux au départ, rien d'extraordinaire. Un cercle, deux, peut-être trois, quatre, allez, rien d'extraordinaire. Voilà. Ensuite, les figures se sont complexifiées au fur et à mesure, vraiment. Tout à fait. Alors, c'est très intéressant, et c'est une des clés pour comprendre le phénomène, c'est de voir comment ça s'est complexifié et pourquoi. Alors la première chose, évidemment, des ronds tout simples, c'est les soucoupes volantes qui se posent. Quand il y en a plusieurs, ça devient louche. Alors on essaye de trouver des théories. Alors dans ces années-là, entre 80 et 83, le premier qui a offert une théorie autre que celle de l'atterrissage de soucoupes volantes, c'est un scientifique en bonnet due forme, avec un titre de doctorat dans la poche, qui s'appelle Terence Meaden. Et lui, son idée, comme il croit pas du tout aux extraterrestres et aux soucoupes volantes, c'est qu'en fait ces ronds étaient créés par des tourbillons de vent, par des mini-tornades un petit peu bizarres, qui en passant sur le champ créaient des marques circulaires. Alors il a attiré l'attention sur le fait que les plantes sont aplaties dans un espèce de mouvement spiralant, elles ne sont pas aplaties complètement au hasard, et que c'est des ronds relativement réguliers. Donc théorie qui tient debout d'ailleurs, pour certaines. Ça avait l'air de tenir debout. On s'est dit c'est un peu curieux que le vent puisse faire des effets pareils. On savait déjà que le vent couche les plantes, donc c'est pas complètement loufoque. Les paysans connaissent ça. On appelle ça la verse des blés.
On a des zones dans les champs comme ça où les blés sont couchés, ils sont fichus, on peut dire, ils vont pourrir puisqu'ils sont couchés, ils vont être dans l'humidité. Ouais. Mais là, c'est très rond. Alors qu'est-ce qui peut faire des traces aussi rondes? Ben, ma foi, si on croit pas aux soucoupes volantes, il n'y a qu'une seule alternative sensée, c'est que c'est des tornades. Ouais. Alors il se trouve aussi que dans le sud de l'Angleterre, il y a de temps en temps des tornades. Donc pour les ufologues, c'était assez clair. Il y a deux explications possibles. La soucoupe volante toute ronde qui se pose, et puis la tornade. Bon. Ok. Mais il y a eu des crop circles beaucoup plus sophistiqués, de véritables œuvres d'art qui sont apparues au fur et à mesure, quand même. Alors c'est pas allé si vite. La première chose intéressante, c'est que notre ami Terence Maiden, il a fait une remarque tout à fait sensée en apparence. Il a dit, mais regardez ces spirales, elles tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est un phénomène naturel, c'est les tornades. Les tornades tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme quand vous ouvrez le bouchon de votre lavabo, l'eau elle tourne toujours dans le même sens. C'est vrai, oui. Alors c'est la preuve, c'est ça, c'est des tornades. Et alors il s'est passé une chose très amusante, c'est que le lendemain, ou 2 jours, 3 jours après, les journaux étaient alertés par un appel anonyme, comme souvent, qui leur dit, écoutez, dans le champ à tel endroit, il y a encore un crop circle, allez voir. Ouais. Donc les journalistes sont allés voir, et la surprise, ce crop circle, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, il tournait dans le sens contraire. Une tornade gauchère. Voilà. Toutes les tornades avaient tourné toujours dans le même sens jusqu'ici. Sauf celle-là. C'était une preuve. Et puis, à peine cette preuve est annoncée dans la presse, Monsieur Maiden constate que les tornades tournent toutes dans le même sens. Tout de suite après, il y en a une qui tourne dans l'autre sens. Alors évidemment, les journaux ont fait les gorges chaudes. Évidemment. Allons, c'est quand même un peu curieux cette affaire-là. Mais on vient de recevoir, tiens, un SMS au 71 200. C'est Jean-Philippe d'Agen qui nous écoute et qui vous pose cette question. Oui. Et j'allais vous la poser d'ailleurs. Ces phénomènes sont-ils arrivés dans notre sud-ouest? Je sais qu'il y en a eu en France. Il y a des photos sur votre site de crop circles qui se sont produits en France. Est-ce qu'il d'abord il en est arrivé dans notre sud-ouest, et est-ce qu'il y a des lieux où c'est plus fréquent qu'un autre? Oui. Alors très clairement, le lieu de grande fréquence, c'est le sud de l'Angleterre. Hein. D'accord. Là-bas, vous allez là-bas en été, quand on peut coucher des plantes, quand il y a des champs, quand il y a des plantes dans les champs, vous trouverez des crop circles. Alors il y a des endroits traditionnels que les touristes vont visiter maintenant, où il y en a tout le temps. Ah bon? En France, vous allez en trouver quelques-uns. Ça dépend des années, c'est assez rare. Mais dans les années 80, il n'y en avait pas un seul. Hein. C'est beaucoup plus tard que c'est apparu. Étonnant quand même. Voilà, alors ça va s'expliquer. Bon. Alors, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'une fois que Maiden a été un petit peu ridiculisé par le fait que la tornade a tourné dans le mauvais sens, il y a eu la complexification. Il y a eu des lignes qui relient ces ronds. Alors là, ça fait encore un petit peu plus bizarre pour la tornade. Ah oui, complètement, ouais. Donc il a un petit peu modifié sa théorie en disant oui, mais c'est des tornades un peu spéciales, c'est des tornades électriques, c'est des champs électriques dans l'air, etc. Alors ça devenait un petit peu curieux parce que il avait l'air du bout des lèvres d'impliquer qu'il y a une forme d'intelligence qui fait ses dessins, puisqu'ils sont de plus en plus compliqués. Alors pendant ce temps, il y a d'autres théories qui sont arrivées. Les paysans, eux, bon, ça les embêtait qu'il y avait ces ronds dans les champs. Pas tellement parce qu'ils pouvaient plus moissonner l'endroit. La moissonneuse, elle ramasse quand même les grains. Mais il y a les touristes qui venaient, qui saccageaient, qui jetaient des papiers gras, etc. Oui, encore plus sûrement que ceux qui faisaient, alors quels qu'ils soient, ceux qui faisaient les crop circles. Voilà, bien sûr. Ouais. Alors ce qui embêtait les pays, ça embêtait beaucoup les paysans. Et pour eux, la plupart du temps, leur théorie, c'est que c'est les hélicoptères de la Royal Air Force qui faisaient ces ronds. Parce que comme c'est rond et qu'un hélicoptère a un rotor qui tourne en rond, ils se disaient ils vont faire leur manœuvre dans nos champs, et ça c'est vrai, il y a souvent des hélicoptères dans ces régions-là qui volent. Ouais. Ils vont près du sol et avec le souffle des rotors, ça fait des ronds. Alors évidemment, les ufologues rigolaient un petit peu parce qu'ils savent très bien qu'un rond fait par un hélicoptère, ça ressemble pas du tout à ça. Mais enfin, c'était l'idée des paysans qui croient pas aux soucoupes volantes. D'accord. Alors après, ça continue essentiellement entre ufologues. Hein, donc tout d'un coup, il y a quand même des gens qui réfléchissent un peu et qui disent et si c'était des hommes qui faisaient ça? Et si c'est des gens qui aplatissaient ces plantes d'une manière quelconque? Alors le débat était à ce niveau-là. Hein. Bon, c'est plus des soucoupes qui se posent et qui font des ronds parce que les soucoupes sont rondes. La théorie des tornades, elle a du plomb dans l'aile. Qu'est-ce qui reste? Ma foi, c'est peut-être des gens qui font des farces. Hein. Là, on arrive dans les années 86, et là, le débat au niveau ufologie, c'est la première fois où, franchement, un grand groupe d'ufologie en Angleterre évoque l'idée que ça pourrait être simplement des farces faites par des gens. Alors, ce grand groupe, c'est le Bufora.
on peut presque dire que c'est une fédération de l'ufologie anglaise. Tous les ufologues n'y sont pas, mais enfin la crème de la crème, ils sont. Et eux publient en 86 un premier bouquin, Mystery of the Circles. C'est compilé par Jenny Randles et ça comprend des articles de plein de chercheurs. Et là-dedans, on évoque la théorie des farceurs, on évoque les effets du vent, on évoque les hélicoptères de l'ARF et on s'oriente vers la conclusion, ça doit être des farceurs. Très bien. Patrick Gross, vous restez avec nous. Une première pause et ensuite on se retrouvera pour évoquer, on va rentrer dans le vif du sujet, on va évoquer un cas d'un crop circles sur lequel vous avez enquêté parmi d'autres, qui a été réalisé, qu'on a découvert à côté du célèbre site de Stonehenge en Angleterre. Très très beau site évidemment. Et là vous avez mené une enquête avec beaucoup de minutie. Et ensuite on s'apercevra à travers un autre cas que le dossier est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air. C'est pas forcément que des petits farceurs qui s'amusent le soir ou dans la journée à se réunir pour tracer des crop circles dans les champs anglais ou d'ailleurs. Vous pouvez continuer, comme Jean-Philippe Dagen nous envoyait une question tout à l'heure, à envoyer vos réactions, vos questions par SMS. Sud, un espace, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Nous parlons des crop circles dans les aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Florent Pagny, là où je t'emmènerai sur Sud Radio ce soir dans les aventuriers de l'étrange. Deux sujets. Jusqu'à 23h, nous parlons des crop circles avec mon invité l'ufologue Patrick Gross. Et ensuite, nous parlerons de la dermo-optique. Vous allez voir, c'est un sujet absolument passionnant. Comment ressentir les couleurs sans les regarder et quelle influence les couleurs peuvent avoir sur notre comportement. C'est un sujet absolument fascinant. Nous en parlerons tout à l'heure avec notamment Yvonne Duplessis. Patrick Gross, rentrons dans le vif du sujet avec un cas de crop circle que vous avez étudié de manière très minutieuse, sur lequel vous avez enquêté, à côté de Stonehenge. Bon, tout le monde connaît Stonehenge, lieu magnifique, très beau, ces pierres dressées qui datent de la préhistoire, lieu qui est visité par des milliers, je suppose, de touristes chaque année. Et à côté, on a trouvé, un beau matin, un crop circle. Oui, tout à fait. Alors en fait, on en trouvait tous les ans là-bas. Ah bon. Comme ça. Voilà. C'est un des hauts lieux, si vous voulez. D'accord. Ok. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 91, deux kidams m'ont expliqué leur affaire en disant c'est nous qui les faisions. On a eu l'idée à cause des histoires de traces d'atterrissage d'ovnis, donc on a fait des ronds dans les champs. Et maintenant, on n'est plus seul à les faire. Il y a plein de gens qui les font. D'accord. Donc ça se complexifie. Et bien sûr, le site de Stonehenge est idéal puisque c'est près du monument, donc il y a des gens qui passent, il y a des champs, c'est parfait. Et donc, moi, je me suis penché particulièrement sur celui du 7 juillet 96. Donc il y en avait eu avant, il y en a eu encore après. Alors pourquoi celui-là? Parce qu'on m'a dit mais celui-là, il est particulier, il a été fait en une demi-heure. C'est sûr. Ah oui. Parce que pour tous les autres, on dit ils ont été faits en combien de temps? Finalement, on n'en sait rien. On sait qu'un certain jour ils sont pas là, et puis un beau matin il est là. Alors bon, ça a été fait pendant la nuit, mais en combien de temps? Une nuit, ça suffit peut-être, mais 5 minutes, c'est peut-être un peu court. Et donc suite Stonehenge, on dit il a été fait en une demi-heure. Et donc je me suis penché là-dessus pour vérifier un petit peu cette histoire de la demi-heure. Et il s'avère finalement que les récits concernant cette fameuse demi-heure sont totalement contradictoires. Il s'avère par exemple que le gars qui a découvert ce crop circle, c'est en réalité un des experts en crop circle. Pas du tout un témoin innocent qui est hors du coup, mais quelqu'un qui donne des conférences, qui écrit des livres, qui fait des visites, qui emmène les gens en avion au-dessus des crop circles. Oui, donc et finalement l'histoire de la demi-heure tombe un petit peu à l'eau. D'accord, très bien. Voilà, alors bon, j'ai trouvé d'autres choses très amusantes. Une des choses tout à fait flagrantes, c'est qu'en réalité, quand on le regarde comme ça sur les photos, il a l'air magnifique. C'est une espèce de spirale. Alors on parle de fractal, de suite de Fibonacci, et on fait des mathématiques très compliquées pour expliquer que c'est très complexe. Mais si on le regarde bien, on se rend compte qu'à part la partie médiane, qui est une jolie spirale, ce qui est autour, c'est complètement de travers. Seulement à l'œil, ça se voit pas bien. Il faut prendre un papier calque, faire le calque, tirer des lignes et vérifier les alignements. Et c'est là qu'on le voit. Mais alors,
dites-moi, là, on a bien compris votre hypothèse, vers laquelle vous allez, clairement, Oui. c'est que ça a été fait par des gens qui avaient envie de réaliser un petit coup sympa, puis en plus, chaque année, il y a un nouveau crop circle à côté de Stonehenge, ça fait venir les touristes, c'est joli, pourquoi pas, après tout, ça peut être une bonne idée. Mais Voilà. comment est-ce qu'ils peuvent le réaliser? Parce que ça se fait au sol, évidemment, et les crop circles se voient du ciel. Absolument. Alors, au départ, tout le monde s'est posé la question, moi aussi. On disait, c'est pas possible que des gens fassent ça. Un rond de 10 mètres de diamètre, bon, d'accord, on prend une corde, on fait un cercle et puis c'est fait. Mais ces figures hyper compliquées, ça doit pas être possible. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les premiers étaient très simples parce qu'on savait pas faire beaucoup mieux que ça. Mais on est maintenant en 2006, ça a commencé en 80, ça fait quand même 26 ans que ça dure. Ah oui, donc il y a de l'expérience, Voilà, c'est ça que vous allez dire. Il faut comprendre que les artistes qui se sont lancés là-dedans, ils ont accumulé une expérience colossale. Et finalement, ce qui s'est passé une fois qu'en 91, nos deux kidam avaient avoué être les auteurs, c'est que des tas d'ufologues n'ont pas cru ce qu'ils disaient. Et ils se sont dit, on va bien voir. Ils sont allés dans les champs avec des cordes, des planches et tout ce qu'il fallait pour faire des crop circles, ils ont essayé. Et là, ils ont fait une découverte assez amusante, c'est que c'est pas du tout aussi difficile que ça en a l'air. Et il y en a beaucoup qui se sont pris au jeu et qui se sont dit mais c'est fantastique de faire ça, c'est toute une expérience, on va dans les champs en pleine nuit, il y a une ambiance, on est avec les amis. Ouais. Et donc ils ont commencé à perfectionner leur art et on arrive maintenant en 2006 avec des trucs qui sont absolument fabuleux, quoi. Ah, qui sont remarquables. Géométriquement, c'est très très beau à voir. Hein. Alors c'est très beau, alors bien sûr il faut se méfier parce que quelquefois ça a l'air très beau et quand on regarde de près il y a des défauts, hein. Il y a des triangles qui sont pas tout à fait triangulaires ou des ronds qui sont un petit peu de travers, Ouais. mais c'est vrai que c'est des exploits et ça a évolué de l'idée de départ qui était on va faire un rond pour faire croire qu'une soucoupe s'est posée, ça a évolué en quelque chose qui est rien d'autre qu'une forme d'art, c'est-à-dire que les gens finissent par faire des crop circles par défi, par challenge, pour montrer qu'ils arrivent à en faire des plus compliqués que les collègues. Ouais. Donc petit à petit, alors il y a même eu des concours de crop circle où, Ah bon? voilà, alors il y a un concours en 92 qui a été organisé par un magazine qui défendait l'idée que les crop circles c'est extraterrestre ou paranormal. Ils ont dit prouvez-nous donc que vous arrivez à faire ça, et donc pendant une nuit, 12 équipes s'y sont mis, le lendemain matin il y avait 12 crop circles absolument magnifiques, il y a eu un gagnant, les gens étaient très vexés parce qu'ils étaient sûrs que ça serait absolument raté, mais en fait c'était très réussi, Ouais. et depuis ça a continué à se perfectionner. Ouais. Donc c'est surtout les Anglais qui s'amusent à faire les crop circles Voilà, finalement. mais alors ça a émigré dans les autres pays. C'est Évidemment. évident que tous ces gens qui venaient voir les crop circles sont rentrés dans leur pays, et ça dès 91, les deux premiers qui ont fait ça l'ont expliqué, ils ont dit mais non, c'est pas nous qui les faisons dans le monde entier, comment voulez-vous qu'on aille dans le monde entier faire des crop circles? Ouais. Mais simplement les gens ont vu ces trucs-là, se sont dit mais comment on fait ça, et puis ils ont essayé chez eux, et puis du coup on a des équipes un petit peu partout dans le monde. Alors c'est pas tous les pays, hein. Il y a certains pays où les gens se fichent des crop circles comme de leur dernière chemise. En France, il y en a assez peu, mais il y en a en Belgique en ce moment, par exemple, hein. Il y en a eu un du côté de Waterloo, un deuxième, un troisième, quelques jours après, il y en avait 4 ou 5, avec bien sûr, quand on y regarde de près, les traces des piquets, une corde qui traîne ici, et puis tout ce que les gens qui font ça peuvent oublier sur place, hein, les traces de pas qu'on voit plus parce que le blé est couché par-dessus, mais si on soulève les blés, on les voit, etc. D'accord. Donc il faut un piquet, des cordes et des planches pour aplatir voilà, le céréal. La base, c'est le piquet et la corde avec on met les dimensions dessus, on peut mettre des petites étiquettes dessus pour repérer les dimensions. Ouais. Et l'outil idéal, c'est une planche avec une corde attachée aux deux bouts. Vous mettez un pied sur la planche, vous tenez la corde à la main et vous avancez un pas après l'autre. Vous pouvez faire comme ça des lignes droites, des cercles, des figures. Ah oui, ça vous sert de râteau en quelque sorte devant vous pour coucher le céréal, quoi. Voilà, alors il y a des variations, hein. Il y en a qui ont pris des rouleaux de jardinier, c'est pas mal aussi, ça va un petit peu plus vite. Les plus malins, ils combinent les deux. Ouais. Ce qu'il faut réussir, par exemple, ce sera un contour. Si le contour est raté, ça l'affiche mal. Ouais. Alors on va faire un très joli contour avec la planche, avec les pieds, mais après il faut aplatir au centre. Là on prend le rouleau de jardinier, ça va plus vite. D'accord, c'est technique mixte comme on dit. Voilà. Très bien. Là on est en train de rigoler sur les crop circles, mais ce qu'il faut bien savoir, et ça vous êtes clair quand on va plus avant dans le dossier, bon, il y a le côté, et vous le dites volontiers vous en tant qu'ufologue, ce côté
des fabrications artistiques finalement et artisanales, qui est très jolie du reste, qui donne de très très beaux résultats, qui fait plaisir à tout le monde, ça fait parler, en plus c'est un challenge sympa, on se retrouve entre copains, la nuit on fait un crop circles, et puis après le lendemain ça paraît dans les journaux, donc c'est plutôt valorisant tout ça. Voilà. Mais le dossier ne s'arrête pas là. Oui. Alors finalement avec tout ça, pour l'ufologue, on finit par se dire les crop circles ça n'a rien à voir avec les extraterrestres ou les ovnis ou quoi que ce soit. Ouais. Mais en réalité si, parce que l'idée de départ, c'est donc un des deux Anglais qui ont lancé ça, il s'appelait Doug Bower, il a importé ça d'Australie. Parce qu'en Australie, il a entendu parler à la radio d'une affaire d'un ovni qui s'était posé dans des marécages et qui avait créé une trace circulaire dans un étang occupé par des joncs et des roseaux. Et alors c'était tout à fait étrange parce que certaines des plantes étaient couchées et d'autres avaient été pratiquement aspirées, elles étaient déracinées du truc et elles traînaient là. Et c'est une affaire qui a été très sérieuse, on a l'armée de l'air australienne qui a enquêté là-dessus. Tout ça tenait bien la route, c'est ce qui lui a donné l'idée. Donc finalement, le point de départ des crop circles, c'est bel et bien l'atterrissage d'un engin extraterrestre, à moins bien sûr qu'on ne veuille pas entendre parler de ce genre de choses, qu'on ne veuille pas y croire ou qu'on ne soit pas convaincu par le dossier. Mais c'est quand même un cas relativement solide, on n'a pas trouvé de farceur, on n'a pas trouvé d'explication simple. C'était dans des étangs, difficile d'aller aplatir avec un rouleau de jardinier là-bas, et c'était beaucoup plus complexe que juste un aplatissement. Donc il y a ce point de départ qui relie les ovnis au crop circle. Et les deux premiers farceurs, en fait, ils s'intéressaient beaucoup à ces histoires. C'est pas des gens qui rigolent des petits hommes verts au départ. C'est parce que ça les intéressait qu'ils ont commencé ça. Et par la suite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont vraiment liées aux ovnis qui vont être rattachées un petit peu à tort au crop circle. On va arriver à une situation où des ufologues qui sont absolument encore aujourd'hui convaincus que les crop circles, c'est les extraterrestres qui font ça ou des phénomènes paranormaux, vont rattacher à ce phénomène des choses qui en fait ne sont pas vraiment des crop circles. Alors un exemple extrême, vous avez une fameuse affaire d'OVNI en France, à Trans en Provence, il y a quelques décennies, elle est très connue. C'est une histoire d'un brave kidam qui a vu atterrir un engin dans un sentier près de sa propriété. Il s'est avéré que cet engin laissait une espèce de marque sur le sol, une espèce d'aplatissement. Alors il n'y a pas de blé, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de joli dessin, mais c'est rond. Donc vous avez des ufologues qui vont dire vous voyez, ça c'est bien un crop circle qui a bien été fait par un ovni. En réalité, c'est un petit peu une question de définition. Qu'est-ce qu'on va appeler un crop circle? Est-ce qu'une trace laissée par quelque chose qui pourrait être un engin extraterrestre, alors certains vont dire qu'il y en est un, c'est sûr, d'autres vont dire mais non. Du moins, disons, un objet volant non identifié. Voilà, alors on va dire un ovni. Voilà. Est-ce que ces traces-là ne sont pas aussi des crop circles? En fait, pas vraiment, parce que si on élargit la définition comme ça, effectivement, on va trouver des tas d'affaires. Alors, vous avez une affaire au Canada, dans le Saskatchewan, en 77, si je me souviens bien. Un paysan a vu un groupe d'ovnis, donc d'engins qui ressemblent pas vraiment à des hélicoptères ou à des avions, et qui sont venus voler au-dessus de son champ et qui ont effectivement laissé des traces dans son champ. Et c'est une affaire tout à fait solide, avec l'enquête du shérif du coin, tout le monde qui jure ses grands dieux que ce brave homme ne raconte pas d'histoire, etc. La seule petite différence, c'est qu'en fait, le dessin qui est fait, il ressemble pas du tout à une figure artistique, il est relativement aléatoire. Et donc, c'est un petit peu tiré par les cheveux que de ramener ça au crop circle. Mais enfin, il y a comme ça une zone grise autour du phénomène crop circle fait par l'homme, de quelque chose qui est plutôt la trace éventuelle ou la trace relativement certaine de l'atterrissage de quelque chose d'inconnu. Voilà, et c'est dans cette trace-là que l'on va s'engager avec vous dans quelques minutes, après cette seconde pause, dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos SMS, réagir sur ce que dit Patrick Gross, lui poser des questions. Il est à votre disposition jusqu'à 23h pour nous envoyer vos réactions. Sud, un espace, ensuite votre question, votre réaction, vous envoyez le tout au 71 200. Ça n'a rien à voir avec les crop circles, mais un SMS est arrivé me demandant si j'allais faire une émission sur les Illuminati cette saison. Eh bien, cher auditeur, c'est un bon sujet. On n'y avait pas pensé, mais on le note et on essaiera de faire quelque chose autour de ça. Sud Radio, les crop circles dans les Aventuriers de l'étrange jusqu'à 23h. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio.
Robbie Williams, Sin dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons des crop circles jusqu'à 23h avec mon invité, l'ufologue Patrick Gross. Vous l'avez bien compris, nous avons abordé le sujet par un biais plutôt sympathique et amusant, celui des gens qui se regroupent la nuit pour tracer des crop circles. Mais c'est là où le sujet devient vraiment intéressant. Et il n'y a pas que ça. Et il y a des traces laissées au sol que certains mettent dans le dossier des crop circles et qui n'en sont pas, enfin du moins qui ne sont pas réalisés par de joyeux farceurs qui viennent réaliser de très belles figures géométriques d'ailleurs. Un cas que vous citez sur votre site, Patrick Gross, c'est le cas d'un crop circle sur lequel vous avez enquêté aussi, et des laboratoires se sont penchés d'ailleurs, des laboratoires israéliens et américains se sont penchés sur des prélèvements qui ont été réalisés sur place. Le cas d'un crop circle qui a été découvert en Israël. Voilà, alors c'était à Kadima, c'est un journaliste israélien qui s'intéresse aux ovnis qui a rapporté toutes ces affaires. Il y a eu plusieurs observations là-bas, alors on discute, est-ce que c'était des avions, est-ce que c'est des extraterrestres, c'est un peu compliqué, on va faire court. C'est en septembre 97 qu'un père et son fils ont dit avoir vu un ovni se poser sur leur terre. Ils ont trouvé le lendemain effectivement une espèce de trace dans la végétation. Et il y avait une espèce d'enduit sur cette trace, quelque chose d'un petit peu gluant ou visqueux qu'ils ont ramassé, qu'ils ont mis dans des petits flacons. Ouais. Et tout ça s'est passé par l'intermédiaire de ce journaliste du côté de laboratoires américains qui ont dit, à première vue, il y a vraiment quelque chose de bizarre là-dessus. Alors ça ressemble à une sorte d'huile ou de pétrole, cette couleur pourpre. Et il y a des espèces de débris, comme des espèces de petits grains de silicium dedans. C'est une sorte d'huile, on ne sait pas trop ce que c'est ferreux, mais c'est pas tout à fait du fer. Alors, il y a du cadmium, on a comme ça des analyses ou des recherches sur ces échantillonnages-là qui semblent indiquer que, il s'est effectivement passé quelque chose de tout à fait inhabituel là-bas. Mmh. Et alors là aussi, c'est pas du tout un dessin compliqué avec des jolies spirales et des éléments décoratifs ou folkloriques. Hein. C'est une trace qui est relativement ovale. Elle n'est pas extrêmement précise géométriquement et donc elle est reliée au crop circle simplement parce que c'est dans un champ et que donc les végétaux en dessous ont été relativement aplatis. Ouais. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que du fait qu'il y ait les crop circles en tant que forme d'art, initialement farce et puis devenu entre-temps forme d'art, les affaires qui sont plus directement reliées, au moins potentiellement à des affaires d'OVNI, passent un petit peu inaperçues dans tout ça. Le public est très polarisé. Alors c'est ou bien tous les crop circles sont faits par des forces paranormales très compliquées, ou alors c'est des extraterrestres qui nous envoient des messages, etc. Et puis les cas où des engins volants qu'on n'arrive pas bien à expliquer ont effectivement tracé des choses dans de la végétation ou laissé des traces. On n'en parle plus trop du coup, hein. Mais pourtant ça commence il y a longtemps, hein, où vous avez un cas très très connu en France en 54 à Chabeuil dans la Drôme, où une brave dame a été confrontée à un engin circulaire, à son occupant également, et puis on a effectivement noté très sérieusement qu'il y a eu des traces dans la végétation. C'était au bord d'un champ de maïs, des plantes de maïs avaient été couchées, et des acacias, donc des arbres qui montent un petit peu en hauteur. On a retrouvé des branches cassées à l'endroit où l'engin serait monté pour s'en aller, quoi. Et donc ces affaires passent un petit peu dans l'oubli à cause du crop circle forme d'art. Alors revenons à ce cas de traces laissées donc en Israël. Il y a cette matière visqueuse dont vous nous avez parlé très rapidement. Est-ce que les laboratoires, parce que 2 laboratoires indépendants se sont penchés sur cette matière, un laboratoire israélien et un laboratoire américain, les 2 sont allés dans le même sens. Est-ce que cette matière ressemble à quelque chose de connu? Parce que c'est ça la question finalement. C'est la bonne question. Alors, ils ont publié leurs analyses préliminaires, ils ont publié leur étonnement, et puis après, on n'en a plus du tout entendu parler, ce qui est très gênant. Alors, a priori, ce qu'ils évoquent ne ressemble pas à quelque chose de connu. Hein. C'est pas du pétrole, c'est pas de l'huile de moteur d'hélicoptère, c'est rien de tout ça. Mais on n'en sait pas plus, c'est tombé dans l'oubli, et c'est souvent le cas avec les affaires d'OVNI. On en parle à un certain moment, et puis chacun se fait sa petite idée, et puis après, c'est terminé, on oublie, les dossiers se perdent, on trouve plus les gens qui étaient impliqués dans l'affaire, etc., etc.
Mais même vous, parce que vous avez enquêté de manière très minutieuse sur différents cas, même vous vous êtes heurté comme ça à une espèce de no man's land en ne trouvant plus personne pour avoir au moins des débuts de réponse. Oui, souvent, c'est souvent le cas. Alors que ce soit avec les crop circles faits par des artistes ou avec des cas de traces d'atterrissage d'OVNI, c'est le problème numéro un, c'est l'oubli, quoi. Les choses se perdent, les gens disparaissent, etc. Alors il y a rien de machiavélique là derrière, hein, c'est simplement que l'actualité remplace l'actualité et que les gens ne vont pas toujours au bout des choses. Hein. Donc le cas Kadima en Israël en 97, on a des analyses préliminaires. Et puis les analyses finales, je les cherche encore. Même en toquant à la porte de ces deux laboratoires, pas de réponse. Pas de réponse. Alors l'un des labos a un site internet, ils font d'ailleurs des analyses sur les crop circles également. Hein. Ouais. Donc, ils ont un site internet, ils ont publié quelques rapports, mais à peu près 10% de ce qu'ils ont publié. Et pour le reste, ils sont encore à essayer de les mettre sous informatique, c'est pas encore fait, etc. Donc c'est très difficile d'avoir des réponses, et c'est un peu dommage. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres cas de crop circle qui ne seraient pas d'origine, on va dire, humaine? Alors, pour tous ceux qu'on va trouver dans le sud de l'Angleterre, franchement, j'en vois pas un. Hein. Il y en a aucun où on a des critères solides qui permettent de dire voilà, ça c'est vraiment extraordinaire. Il y a quelques pseudo-critères du genre ah oui, mais les blés qui étaient dans le crop circle, quand on plante les graines, ça pousse moins vite qu'avant, des choses comme ça. Mais tout ça, ça a des explications naturelles relativement simples. Oui. Donc vous allez avoir des cas d'atterrissage d'OVNI ou d'atterrissage d'OVNI allégués qui vont être plus ou moins solides. Il y en a qui sont très solides. Il y en a qui sont très discutés, comme le cas de Trans-en-Provence. Mais à chaque fois qu'on tombe sur quelque chose où il y a de la substance derrière, où il y a une enquête ufologique derrière, force est de constater que c'est pas le phénomène crop circle tel que le grand public le connaît. Oui. Et les cas qu'il y a eu en France, puisque vous avez sur votre site quelques photos qui ont été réalisées cette année d'ailleurs, hein, de crop circles qui ont été réalisées cette année, ceux-là, on peut raisonnablement les classer dans le dossier artistique, plutôt, on va dire. Alors moi, je les classerais dans le dossier artistique. Hein. On voit que c'est des dessins complexes. Alors, ils sont pas aussi brillants que les meilleures équipes anglaises, naturellement. On a encore du retard à rattraper. Les Anglais rigolent. Ouais. Mais enfin, c'est des beaux efforts. Le problème numéro un, c'est que il faudra aller sur place et il faudrait faire ça sérieusement. Il faudrait vraiment soulever les plantes pour voir si en dessous il n'y a pas un aplatissement qui est causé par les gens qui vont marcher jusqu'au centre pour commencer la figure. Hein. Ça, c'est un des grands secrets de l'enquêteur. Vous soulevez les plantes et vous voyez en dessous l'espèce de sentier qui a été fait par les gens qui rentrent dedans au départ pour la première fois. Hein. Et donc dans ces crop circles français, en gros, il se passe pas grand-chose. Hein. On a la photo dans le journal, on a les théories qui sont présentées. Est-ce que c'est des extraterrestres? Est-ce que c'est des forces paranormales? Est-ce que c'est des farceurs? Et puis ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Et en ce qui concerne les phénomènes paranormaux, ça c'est évacué. Je veux dire, à vous entendre, on peut évacuer cette hypothèse assez rapidement finalement. Oui, parce que quand on approche ça avec le regard d'un ufologue qui est habitué à mener des enquêtes et à chercher les failles ou à chercher les explications naturelles avant de parler d'extraordinaire, on trouve des tas de mécanismes qui augmentent le mystère des crop circles mais qui tiennent pas trop la route. Par exemple, vous avez les fameuses photos où on voit des trucs. Alors il y en a plusieurs sortes. Il y a celles que les ufologues appellent des blurfos, où vous sortez dans la nature avec votre appareil photo, il y a une petite mouche qui passe devant l'objectif, mais vous la voyez pas, hein. Vous avez l'œil dans le petit viseur de rien du tout, vous la voyez pas passer. Mais en mettant la photo sur le PC, vous allez voir une espèce de tache qui est sombre, qui est éventuellement allongée, voire en forme de soucoupe, et vous allez penser à une soucoupe volante. Alors, si vous prenez une photo comme ça en Angleterre, alors que vous visitez un crop circle, ça va pas faire un pli. En regardant la photo, vous allez dire, c'est incroyable, je visitais un crop circle et justement sur ma photo, il y a un ovni. Hein. D'accord. Alors l'ufologue, lui, va dire, attendez, c'est pas un ovni, regardez, ça fait quelques pixels de large, ça peut être un oiseau, une mouche ou quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Donc il y a effectivement comme ça des
des choses qui sont rattachées au crop circle, mais qui résistent pas beaucoup à l'examen. Alors, sur votre site, il y a une partie du dossier crop circle qui est consacrée à des insectes, des mouches, tout simplement, Oui. des mouches qu'on a retrouvées mortes, collées aux grains qui ont été couchés dans les champs de céréales et mortes de manière bizarre. Oui. Alors, vous avez enquêté là-dessus parce que il y a une théorie qui dit, bah voilà, ça veut dire que il y a des extraterrestres ou des ovnis qui ont atterri, qui ont fait que ces animaux sont morts de manière violente. Voilà, c'est l'idée de départ. Alors c'est pas des blagues, hein. On trouve des mouches mortes qui ont l'air collées aux plantes, comme ça. C'est tout à fait étrange quand on voit ça. C'est une spécialiste hollandaise qui a découvert le phénomène. Elle a recueilli ces mouches, elle les a envoyées à un laboratoire du musée d'histoire naturelle à Londres. On a écouté, qu'est-ce qui s'est passé avec ces mouches? Elles sont collées aux tiges, elles sont mortes, c'est comme si on les avait paralysées sur place. Est-ce que peut-être il y aurait eu un champ de force ou des micro-ondes ou quelque chose qui aurait à voir avec la fabrication du crop circle qui les aurait tués sur place? Oui. Alors le brave gars du musée d'histoire naturelle à Londres leur a dit non, écoutez, moi je regarde ces mouches et je vois qu'elles sont infestées par une moisissure. Les moisissures, c'est les champignons, hein, c'est rien d'autre. Elles sont infestées par une moisissure. Alors la brave hollandaise, elle a un petit peu mis ça de côté parce qu'elle tenait un petit peu plus à sa théorie compliquée sur les crop circles. On n'en a plus trop entendu parler, mais c'est ressorti plus tard. Et ça a été l'explication a été redécouverte par un chercheur italien qui s'est penché là-dessus. Il a dit oui, c'est les moisissures qui tuent ces mouches. Et moi je suis tombé là-dedans parce que j'ai des collègues français qui enquêtaient sur un crop circle, qui ont publié des photos de mouches mortes qu'ils avaient prises dans un crop circle en Angleterre il n'y a pas très longtemps, hein, je pense à 2-3 ans. Et eux aussi étaient stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de mouches mortes? Et en les regardant, je m'aperçois qu'en fait, on voit les moisissures qui sortent littéralement du corps de ces mouches mortes. Alors, je me dis, c'est quand même bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et c'est là que j'ai remonté tous les chevaux et que je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça, c'était tout à fait expliqué. Ces mouches sont mortes tout à fait naturellement, contaminées par des moisissures. Et donc, c'est pas des micro-ondes qui les ont tuées. Elles sont mortes à cause de ces moisissures. Voilà, une explication, mais encore fallait-il la trouver et aller voir un scientifique, lui demander, voilà, qu'est-ce que vous en pensez et dites-nous, après analyse, ce que vous en pensez. Voilà, alors ce qui est intéressant dans toute l'affaire, c'est que le scientifique, il n'est pas forcément compétent pour le dire. Parce que lui, quand on va lui montrer ces photos de mouches mortes, si la moisissure n'est pas encore apparente ou ce genre de choses, il va être tout à fait intrigué. N'importe quel ufologue va être intrigué. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement besoin de se moquer des gens qui ont fait des recherches là-dessus. L'interrogation, au départ, elle est tout à fait légitime. Bien sûr. Il y a 36 matières à s'étonner avec les crop circles. Simplement, à force de recherche, on finit par s'apercevoir que ces choses-là ont des explications simples. Surtout que ces mouches qui ont été retrouvées collées sur les grains et mortes, soit avec le corps littéralement explosé, pas du tout comme je l'ai lu dans le rapport justement de ce scientifique concernant l'étude de ces mouches, pas du tout comme si elles avaient été passées au micro-ondes, parce que lui est allé jusqu'à passer des mouches au micro-ondes pour voir ce que ça donnait finalement. Oui. Et là, les pauvres bêtes, elles ont été cuites, quoi. Cuites, quoi, voilà. Évidemment. Et tandis que là, cette espèce de champignon rentre à l'intérieur, ces détails un peu sordides, mais bon, rentre à l'intérieur de la mouche, la bouffe de l'intérieur, et après la mouche explose, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et alors, une des choses caractéristiques et qui est probante au niveau de la théorie de ce champignon, c'est qu'elles ont toutes les ailes étendues. Oui. Alors évidemment, si vous imaginez des mouches qui sont posées dans les plantes, et puis il y a un mystérieux truc qui vient et qui envoie des micro-ondes, vous allez avoir des mouches qui étaient en vol, des mouches avec les ailes repliées, des mouches avec des ailes ouvertes, des mouches qui font ci, des mouches qui font ça. Et là, c'est tout à fait autre chose. Oui. Elles sont toutes dans la même posture. Et c'est le champignon qui fait ça. Oui. En mangeant la mouche de l'intérieur, il fait que tout le corps de la mouche va être altéré, ses ailes vont s'étendre, et alors on retrouve toutes ces mouches toutes dans la même position avec les ailes étendues. Le champignon lui colle la trompe sur la tige pour que la mouche attache à la tige. C'est absolument abominable, évidemment. C'est un champignon parasite qui est pas très sympathique. Non. Mais c'est très caractéristique, quoi. Comme quoi, avec un regard plein d'acuité et en se posant les bonnes questions et en étant ouvert surtout à toutes les hypothèses, on peut trouver beaucoup d'explications logiques. Tout à fait. Oui. Quelle est votre conclusion donc sur le dossier des crop circles finalement? Tout ce qui est artistique, c'est de l'art, point, réalisé par des bipèdes comme vous et moi. Voilà, tout à fait. Et la plupart du temps, c'est ça qui est intéressant, la plupart du temps, c'est des ufologues.
C'est des ufologues qui croyaient pas qu'on puisse les faire, qui ont commencé à en faire pour voir si c'est possible, combien de temps il faut pour en faire un, est-ce que les ronds sont ronds, et ils sont pris au jeu. Et ils ont continué. Alors il y en a qui font ça pratiquement sur demande. Il y a un groupe anglais qui, ils ont fermé leur site web maintenant. À un certain moment, ils avaient un site web et ils disaient voilà, nous on va vous faire les crop circles. Donc on vous donne le fichier avec le dessin, mais c'est crypté. Vous pouvez pas voir le dessin. On va juste vous dire à quelle date il va apparaître. D'accord. Ils allaient le faire et une fois qu'il était fait, vous décryptiez le fichier qui vous avait donné. Et vous apercevez que c'est bien le dessin qui est apparu dans le champ. D'accord. Bon, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut rester attentif par ailleurs aux traces d'atterrissage d'OVNI. Ça, c'est des choses tout à fait intéressantes et importantes. Il y a potentiellement des choses probantes là-dedans. Il y a des cas tout à fait solides qui existent déjà. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas s'imaginer que parce que des artistes font des ronds ou des dessins compliqués dans les champs, toute l'ufologie consiste en choses parfaitement banales ou explicables. C'est pas du tout le cas. Merci beaucoup Patrick Gross de nous avoir éclairé sur ce dossier très intéressant des crop circles. On sait maintenant à peu près à quoi s'en tenir. Votre site internet, pouvez-vous le citer pour qu'on puisse s'y rendre, pour que ceux et celles qui nous écoutent puissent en découvrir un petit peu plus éventuellement? Ma foi, d'accord. C'est ufologie.net. Voilà, c'est très simple. Tout simplement. Ufologie.net. Et là, on arrive sur votre site avec beaucoup de photos très intéressantes concernant les ovnis. On y reviendra. J'aurai le plaisir de vous réinviter pour ouvrir le dossier ovni, cette fois-ci, et mettre de côté les crop circles. On parlera des traces laissées au sol qui sont intéressantes et puis des observations d'ovnis, bien entendu. Merci beaucoup, Patrick Gross. Volontiers. Merci à vous. Très bonne soirée à vous. Bonsoir. Et à très bientôt dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous allons ouvrir le deuxième dossier de ce soir avec Jean-Paul Bailly et Yvonne Duplessis. Nous allons parler des couleurs. Comment peut-on sentir les couleurs et quelles sont les réactions qu'elles peuvent provoquer en nous? Vous allez voir, c'est un dossier tout à fait passionnant. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Jean-Louis Aubert, un monde ailleurs dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Notre deuxième dossier a pour titre la dermo-optique. Nous allons en parler jusqu'à la fin de cette émission à minuit. Vous pouvez nous envoyer vos SMS, vous le savez. Sud, vous tapez Sud sur votre portable, un espace, votre question, votre réaction, vous envoyez le tout au 71 200 et j'aurai grand plaisir à répercuter votre réaction, votre question à nos invités. Sud Radio, les Aventuriers de l'étrange. La dermo-optique, donc, c'est le titre de notre deuxième dossier ce soir sur Sud Radio, comme son nom le souligne. Peut-être pas, la dermo-optique, c'est la capacité à ressentir les couleurs en les touchant ou simplement en approchant la main d'une couleur. Alors, ça ouvre le champ à beaucoup de questions et j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir deux scientifiques qui travaillent sur ce domaine depuis plusieurs années. Yvonne Duplessis, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir sur Sud Radio dans les Aventuriers de l'étrange. Bienvenue à vous. Je vous remercie. Et à vos côtés si j'ose dire, par les ondes, par téléphone, Jean-Paul Bailly, que vous connaissez bien puisqu'il travaille, il vous épaule depuis de nombreuses années. Jean-Paul Bailly, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous également dans les Aventuriers de l'étrange. Alors, si vous le permettez, Jean-Paul Bailly, la première question sera pour votre amie Yvonne Duplessis. Madame Duplessis, commençons par, si vous le voulez bien, une définition de la dermo-optique. Ce que j'ai dit, j'ai volontairement occulté le terme voir, les couleurs sans les yeux. C'est ressentir plutôt, hein? Oui, c'est exactement ça. C'est ni voir, ni toucher. C'est ensemble une nouvelle dimension des couleurs. Une dimension cachée des couleurs. Et la dermo-optique se rapporte à la capacité qui est en tout être humain de réagir à des surfaces colorées, à des surfaces complètes, visibles et non visibles, dissimulées à la vue, mais si elles sont, par exemple, à distance, donc le toucher est exclu, ou bien dans l'obscurité, ou recouverte d'un écran opaque. Donc, c'est une dimension cachée de la perception qui permet de ressentir, sans voir ni toucher, d'autres dimensions des surfaces colorées que celles qui sont visibles. Oui. Est-ce que n'importe qui peut être
sensible? Est-ce que n'importe qui est sensible à cela? Ah oui, certainement. Et les méthodes objectives, on pourrait vous donner des exemples, le montrent que justement, c'est ça, on peut enregistrer avec des appareils de mesure des réactions surtout motrices à des couleurs sans que le sujet les voit ni touche. Ouais. Et ils réagissent en tirant plus fort, par exemple, sur un dynamomètre ou en mettant la main plus haut pour telle couleur plutôt pour telle autre. Donc, c'est en tout être individu. Et ça, c'est la sensibilité dermo-optique pour laquelle on ne demande rien au sujet dans les expériences objectives d'enregistrement avec des appareils, des réactions. Oui. Est-ce que c'est une science qui est jeune dans sa recherche, je veux dire? C'est assez récent, c'est-à-dire, en somme, on connaissait à la fin du 19e siècle des sujets qui étaient plutôt des médiums ou qu'on analysait par la parapsychologie, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, qui avec les mains souvent pouvaient soi-disant voir, alors que c'était ressentir, mais ça peut être traduit par une couleur, etc. Et le premier qui a démystifié ce phénomène, c'est Jules Romain, l'écrivain Jules Romain, qui a considéré que ça n'avait rien d'extraordinaire, que c'était normal en tout être humain, et il a essayé de faire des expériences pour rationaliser cette perception. Oui. Donc c'est une science jeune. D'accord. Est-ce que il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à cette science, la dermo-optique, en France, par exemple? Ah non, juste pas du tout. On s'intéresse absolument pas, non. Bon, ça, oui, voilà, c'est fait au moins, voilà. Oui. Mais où on s'y intéresse, où c'est officiel. C'est je veux dire, en URSS, parce que c'était en URSS quand on a fait des recherches très importantes qui se poursuivent actuellement. Oui. Alors, citez-nous quelques exemples d'expériences pour que l'on prenne bien conscience de ce que ça représente comme axe de recherche. C'est-à-dire que je peux vous citer une expérience d'un test collectif que j'avais fait. On m'avait demandé d'exposer la dermo-optique à une école, l'école des arts appliqués du Perret. Alors, comme il y avait une trentaine d'élèves, je pouvais pas naturellement les prendre individuellement. Oui. Alors, j'avais préparé des couleurs vertes ou rouges que j'avais mises dans des enveloppes, puisque je vous dis, ça n'empêche pas les réactions, qui étaient des enveloppes. Et alors, chaque élève avait 2 enveloppes, une verte et une rouge, et on leur demandait de mettre sur le dessus l'enveloppe qui leur paraissait la plus lourde ou la plus chaude, enfin la plus prégnante, on peut dire. Oui. Et alors, comme on était en plein jour et que c'était le matin, étant donné que les réactions dermo-optiques s'inversent selon l'éclairage ou la fatigue, etc., j'avais pensé que normalement, il aurait dû avoir, comme ça a été le cas d'ailleurs dans d'autres expériences avec des élèves, le rouge. Et alors, à ma grande surprise, la majorité des enveloppes qui ont été analysées par le professeur de la classe, qui était là, naturellement, étaient vertes. Alors, j'ai été très surprise et je leur ai dit, j'ai dit au professeur, c'est curieux que c'est vert parce que ça prouve que vos élèves sont fatigués. Parce que quand les couleurs s'inversent, c'est généralement un signe de fatigue, en dehors de l'éclairage. Oui. Et alors le professeur a été très étonné, il m'a dit, mais justement, elle se prépare un examen pour des comptes rendus trimestriels très durs, et elles sont plutôt fatiguées, stressées, elles se plaignent tout le temps. Alors ça, c'était un exemple, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Si, tout à fait. C'est très étonnant comme résultat. Oui, j'étais la première étonnée, je vous dirais. J'en revenais pas même. Parce que, surtout, sur la quantité, j'ai gardé les données, mais c'était carrément très significatif, sur une trentaine d'élèves. Alors, pour en revenir peut-être au centre du sujet, sur les hypothèses, ça veut dire que sans que ce soit... Enfin, là, je vais vous demander de faire un effort de vulgarisation. Je ne suis pas physicien et encore moins spécialiste des couleurs comme vous ou comme Jean-Paul Bailly, mais quand il y a une couleur devant nous. Là, par exemple, j'ai une table qui est devant moi, la table du studio est bleu foncé. Bon.
Bon, elle est bleu foncé. Moi, je vois le bleu foncé. Oui. Mais il y a d'autres rayonnements. Je ne sais pas si j'emploie le bon terme. Radiation. Voilà, d'autres radiations de ce bleu foncé que je ne peux pas voir. Exactement, oui, c'est bien ça. Et que vous, par contre, elles agissent sur vous, mais très faiblement. Tout ça, c'est très très faible. Et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des statistiques, parce que les résultats, sinon, peuvent changer. Il y a aussi la fatigue, il y a tout ça. Il faut donc faire des statistiques. C'est faible, mais ça n'empêche pas que ces radiations que vous avez devant vous, qui sont pas visibles, agissent. Donc une couleur c'est comme le son finalement, a un spectre d'une certaine dimension. Oui. Nous, on a conscience objectivement, on voit une certaine partie du spectre, mais comme en son, les infrabasses ou les hautes fréquences, on ne les perçoit pas, mais notre corps, lui, les perçoit. Oui, justement. Alors, vous pourriez demander à Jean-Paul Bailly de vous expliquer un peu, ou faire un résumé de l'hypothèse explicative qui est admise en Russie, par exemple. Alors, justement, je me tourne vers vous, Jean-Paul Bailly, puisque Yvonne Duplessis vous a passé le relais. Expliquez-nous, en vulgarisant évidemment le plus possible, quelles sont les hypothèses justement? Oui, justement, vous avez cité un bon exemple au niveau des sons. Le son que l'on perçoit d'un côté est barré par les ultrasons et les infrasons de l'autre côté. Si on reprend ça au niveau donc de la lumière, c'est-à-dire du rayonnement électromagnétique, on voit la lumière visible, mais il est évident que de l'autre côté il y a les ultraviolets, d'un côté, du côté des plus grandes longueurs d'onde, les infrarouges. Les ultraviolets, nous les ressentons dans notre corps quand on bronze, par exemple, sur la plage. Et de l'autre côté des grandes longueurs d'onde, les infrarouges sont aussi ressentis quand on s'approche d'un radiateur ou d'une source chaude. Donc en fait, on voit bien que le corps est sensible à une partie du spectre électromagnétique qui est plus grande que celui simplement de la lumière blanche qui est reçue par les yeux. Ouais. Donc l'hypothèse que nous formulons au sujet de la dermo-optique, il s'agit certainement d'une captation au niveau de la peau, d'une interaction entre le rayonnement infrarouge émis par la peau, parce que tous les corps chauds, y compris donc nos corps ou les substrats colorés que l'on a, donc comme ils ont une certaine température, ils amènent une certaine radiation au niveau de l'infrarouge. Là on est, pour être plus précis, dans les 800 à 1200 nanomètres. Donc cette interaction, enfin tout au moins cette sensation de perception dermo-optique serait une interaction entre le rayonnement infrarouge émis par la peau et le support coloré. D'accord. C'est donc dans ce sens, vous voyez. Oui, donc ce qui veut dire que, si on prolonge l'hypothèse, que tout notre environnement fait de couleurs, évidemment, puisqu'on ne vit pas que dans du blanc ou que dans du noir. Il y a multiplication de couleurs. Tout cet environnement a une action sur nous sans qu'on le sache de manière objective, quoi. Absolument. Il y a autre chose que les yeux. Il y a cette dimension, enfin, qui dépasse un peu, où le spectre dépasse du côté de l'infrarouge, qui semble avoir sur notre corps un effet, oui. Tout à fait. Ah, c'est surprenant, ça. Oui, tout à fait. Oui, il faut bien voir qu'en fait, une couleur, quand on voit une couleur, votre table bleue, si on le mesurait avec un spectromètre, on verrait bien qu'au niveau de l'infrarouge, entre 800 et 1200 nanomètres, elle émet également quelque chose. Et oui. Donc, vous voyez, donc on peut penser que le corps, enfin, c'est l'hypothèse que notre corps est sensible justement à cette radiation infrarouge correspondant à un substrat coloré. Ce qui est logique, finalement. Tout à fait. Oui, absolument. On essaie de travailler sur des hypothèses logiques. Oui. Pour moi, moi qui découvre cette science, si vous voulez, oui, je comprends votre raisonnement et il me paraît tout à fait fondé et je dirais presque naturel. Oui, d'ailleurs, en fait, pour simplement un anecdote, nous avons essayé de faire passer au spectromètre justement certains échantillons colorés et nous sommes bien aperçus qu'en fait, ce qui était beaucoup mieux ressenti, c'était en fait les substrats colorés qui avaient un taux de réflexion le plus élevé possible dans la gamme des 800-1200 nanomètres, c'est-à-dire dans l'infrarouge court, vous voyez. C'est-à-dire, comme couleur, ça veut dire quoi, ça? C'était dans les oranges, dans les choses comme ça. Ça dépend un petit peu également du type de pigment, vous voyez. Oui. Donc, ça dépend de la couleur qui est sur le support, ça dépend de la lumière ambiante, c'est-à-dire comment on voit finalement l'intensité de la lumière, et ça dépend également de notre état, je dirais, de fatigue, de forme, etc. Tout à fait,
Absolument. Et alors là, en ce qui concerne l'éclairage, Yvonne Duplessis pourra vous en parler parce qu'il y a eu, dans les expériences qu'elle a faites avec justement les Russes, quelque chose d'assez significatif. Elle pourra vous en parler justement. Bien, nous allons faire une première pause et on va revenir avec vous, Yvonne Duplessis, et vous, Jean-Paul Bailly, pour continuer à découvrir l'influence qu'ont les couleurs sur nous malgré nous. Red Hot Chili Peppers sur Sud Radio, c'était Danny California. Vous pouvez nous envoyer vos SMS et réagir à ce dossier qui est passionnant, qui s'appelle la dermo-optique, avec mes deux invités dans Les Aventuriers de l'étrange, Yvonne Duplessis et Jean-Paul Bailly. Vous tapez le mot Sud sur votre portable, un espace, et ensuite vous envoyez votre texte au 71 200 et je poserai la question à mes invités. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Yvonne Duplessis et Jean-Paul Bailly, pas mal de questions se bousculent par SMS. C'est vrai que ce dossier des couleurs qui agissent de manière inconsciente sur notre comportement, peut-être sur notre manière d'être, soulève pas mal de questions. Juste avant que vous nous parliez, Madame Duplessis, des expériences que vous avez menées avec les Russes, et vous nous parlerez également des expériences que vous avez fait avec des aveugles. Ça, c'est passionnant. Une question nous arrive d'un auditeur qui est celle-ci. Est-ce qu'une couleur particulière peut-elle transmettre un état dépressif, Madame Duplessis? C'est-à-dire que justement, ça dépend des résultats des méthodes objectives. Et en effet, par exemple, au jour, les états peuvent être modifiés et là, on s'accorde avec la tradition. Le vert et le jaune sont reposants, détendent, tandis qu'en effet, comme on le dit, le rouge est excitant. D'accord. Mais comme dans la nuit, parce que comme c'est l'infrarouge, ça agit d'autant plus la nuit, si par hasard on met dans une chambre à coucher, on la décore avec du vert, c'est tout à fait mauvais. Ah bon? C'est excitant, et justement, j'avais dit ça à une conférence et j'étais très étonnée quand même, bien que je savais que cet effet du vert, parce que j'avais insisté là-dessus, quand un monsieur est venu me dire qu'il était très content que j'avais dit ça, parce qu'il avait maintenant un studio nouveau et qu'il ne pouvait pas dormir depuis des mois malgré les remèdes, etc. Et que maintenant il comprenait parce qu'il était tout décoré en vert. D'accord. Donc pour la dépression ou bien l'excitation et inversement, le choix des couleurs est très important. Et selon l'éclairage, c'est surtout ça qu'il faut considérer, parce que ce qui est vrai au jour ne l'est plus du tout dans l'obscurité. Tout à fait. Alors, parlez-nous, comme l'a suggéré Jean-Paul Bailly tout à l'heure, de ces expériences que vous avez menées avec les Russes. Ah ben non, là c'était pas tout à fait c'est ce qu'il voulait dire, c'était qu'il y avait une coïncidence qui m'a permis d'échanger une correspondance pendant 20 ans avec les Russes, parce que j'étais tombée, si on peut dire par hasard, quand vous parliez des aveugles, avec un aveugle, parce que j'avais étudié les rapports des sons et des couleurs, et avec cet aveugle, qui était un artiste ébéniste, mais devenu sculpteur, qui mettait des couleurs sur ses sculptures, ce qui m'avait étonné, et je me suis dit, il y a peut-être des nouveaux rapports son et couleurs. Oui. Bon, alors j'ai été voir, et alors il m'a dit que les couleurs sur ses... Et ça, il avait vu, c'était pas un aveugle de naissance. Hein. D'accord. Il savait ce que c'était. Mais ça lui rehaussait, si on peut dire, le sentiment esthétique de mettre des couleurs, ce qui est quand même rare pour des sculptures. Et alors, je lui ai donné une fois à classer des cartes et les a mises dans l'ordre du prisme dont on parle tout à l'heure, du spectre. Et alors, pour ça, j'ai bien vu que c'était un rapport avec la physique. Alors là-dessus, à des conférences, j'ai dit ça et on m'a dit d'écrire au professeur Novomeski et on m'a dit c'est le grand spécialiste de la dermo-optique en URSS et alors c'est ce que je lui ai écrit, etc. Alors ce que voulait dire Jean-Paul Bailly, c'est que j'avais fait avec M. Berthaud, cet aveugle justement, et d'autres, pour confirmer naturellement, des expériences avec un dynamomètre. M. Bailly va vous les exposer, c'était pour mesurer la force de réaction aux couleurs. J'en avais
j'avais fait une quantité, parce que j'avais fait ça pour cette thèse de synesthésie, alors je savais avec des couleurs visibles, mais là avec des couleurs non visibles, et je savais qu'il fallait faire un certain nombre, que ça soit pas là. Alors j'ai envoyé ça en URSS, parce que personne ne s'intéressait à ce que je faisais, pour développer les statistiques. Et on m'a vraiment, j'ignorais les travaux russes, et alors j'étais très étonnée, parce que le professeur Novosmeski était enchanté, parce qu'il m'a dit, vous avez dû utiliser 2 éclairages pour vos expériences, parce qu'il y a une série de résultats qui est inverse par rapport à l'autre. Donc, vous avez dû être au jour, tout ça, il m'a écrit il y a quelque chose qui était Karen Moore. Et puis, alors, j'ai les dates, naturellement, et tout, et cet aveugle avait déménagé d'une chambre bien éclairée pour être dans un atelier éclairé à l'incandescence. Naturellement, j'étais aussi à l'incandescence, de sorte que on a pu détecter dans l'oral le changement d'éclairage. Le changement d'éclairage qu'il avait subi. Oui. J'ai trouvé ça très intéressant, et d'autant plus, il était d'autant plus satisfait, le professeur Novosmeski, parce que mes résultats du dynamomètre, avec les schémas, etc., qu'il a fait, puisque c'est lui qui a fait le dépouillement, correspondaient à ceux qu'il avait fait avec une autre méthode sur la distance de perception des radiations colorées non visibles. Donc, ce qui veut dire que lui, de son côté, en URSS, avec une autre méthode, a mené ses expériences. Vous, avec une autre méthode en France, avez mené vos expériences, et vous en êtes arrivés aux mêmes conclusions, finalement. C'est ça. Et de plus, il a pu voir, si on peut dire, dans ce cas-là, que j'avais changé d'éclairage à Paris. D'accord. Depuis Charlotte. Alors, c'est pas mal, quand même. Ah, c'est même tout à fait intéressant. Je vais me tourner vers Jean-Paul Bailly. Jean-Paul Bailly, expliquez-nous un petit peu cette expérience avec le dynamomètre. De quoi s'agit-il ? Oui, alors il faut bien voir que dans les expériences que nous faisons pour mettre en évidence la dermo-optique, il y a vraiment 2 types d'expériences qui sont assez différentes l'une de l'autre. Oui. Alors il y a d'une part la sensibilité, c'est-à-dire que c'est une réaction inconsciente, vous voyez, de la personne, que l'on peut mesurer par des méthodes objectives. Vous voyez, donc par exemple, quand Yvonne Duplessis cite le dynamomètre, ça consiste à mettre dans la main d'un sujet un dynamomètre, enregistreur. C'est quoi un dynamomètre ? Un dynamomètre, c'est un appareil qui mesure l'effort de serrage de la main. D'accord, on serre la main, donc on demande au sujet de serrer la main normalement, et il a le dynamomètre dans une main, et sous l'autre main, il y a une feuille de couleur différente. D'accord. Colorée. Donc on s'aperçoit, mais statistiquement, parce que je reviens là sur quelque chose, il faut bien voir que tous les événements que l'on met en évidence sont extrêmement faibles. Et ce n'est souvent que la statistique qui nous permet de voir quelque chose. Oui, c'est vraiment très, très subtil et très fin. C'est très faible et subtil et parasité par beaucoup d'autres phénomènes. Donc ce dynamomètre, on s'aperçoit en fait statistiquement que, en fonction de la couleur qui est sous une des mains, l'effort que la personne semble faire toujours de la même façon sur le dynamomètre subit des variations en fonction de cette couleur. D'accord. Donc ça, c'est une des méthodes où on demande un effort. Une autre méthode consiste simplement à demander à un sujet, sans qu'il regarde la cible bien entendu, d'approcher sa main progressivement d'un support coloré. Et à un moment donné, il ressent comme une impression de dureté ou autre, qui fait qu'il a l'impression qu'à partir d'une certaine distance, il sent la couleur. Et en mesurant cette distance, statistiquement, on s'aperçoit également qu'il arrive à différencier des couleurs. Sans les voir, bien entendu. Sans les voir, bien entendu. On est toujours d'accord. Dans tous les cas, sans les voir. Soit les couleurs très légères, soit sous enveloppe, ou alors la personne ne pouvant pas les voir. Donc, vous voyez, ce sont 2 méthodes, ce sont des méthodes objectives. Il y a d'autres méthodes dont on pourrait parler avec le temps sur la chronoscopie, etc., qui permet de voir. Alors, ça, c'est une sensibilité. Et une autre méthode, qui est une méthode de perception, alors là, c'est une prise de conscience d'une réaction organique, mais que l'on exprime avec des mots.
Vous voyez, la personne qui met la main au-dessus d'une surface colorée va donner une impression, mais subjective. C'est plus léger, c'est plus lourd, c'est plus chaud, c'est plus froid, rugueux ou autre, vous voyez. Et elle va faire le classement, tout au moins, des couleurs en fonction d'une impression subjective dont le vocabulaire lui appartiendra, vous voyez. Oui. Donc ce sont deux méthodes bien différentes. Et la méthode dont Yvonne Duplessis parlait, dynamomètre, c'est une méthode de sensibilité, c'est-à-dire une réaction physiologique inconsciente. Oui, tout à fait. Mais alors dites-moi, puisque c'est vous le statisticien dans l'affaire, donc vous connaissez les résultats de manière très très pointue, vous pouvez nous donner quelques résultats comme ça concernant le rouge, le bleu, le vert, le jaune par exemple, avec ces expériences faites avec le dynamomètre. Quand c'est le rouge par exemple, c'est plus... Je ne me souviens plus exactement du type de couleur, mais les résultats, c'est quand les sujets sont bons, on est dans les probabilités d'une chance sur 100 ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est dans ce sens. Souvent d'ailleurs, en fait, il s'agit de faire des classements de couleurs. Yvonne Duplessis pourra vous expliquer. On classe souvent des couleurs, c'est plutôt une mesure différentielle, vous voyez. D'accord. Alors, Yvonne Duplessis, je me retourne vers vous. Comment choisissez-vous les couleurs sur lesquelles vous allez travailler? Parce que on connaît les couleurs jaune, bleu, vert, rouge, enfin, je veux dire, de manière classique, mais après, il y a toute une série de déclinaisons de couleurs. Vous voyez, il y a plus foncé, il y a plus clair, il y a... Alors, justement, pour cela, au début, j'avais pris, tout simplement, les papiers canson. Et alors, j'avais pris pas trop de couleurs parce qu'il y a déjà assez à faire comme ça, alors que 3 ou 4 couleurs suffisent. Le rouge, le jaune, le bleu, le vert, par exemple. Et puis, le noir et le blanc par rapport aux couleurs. Et ensuite, j'ai eu un sujet, parce que ce sont des sujets volontaires qui viennent parce que ça les intéresse, et qui était dans une maison où on s'occupait des couleurs, et alors elle m'a fait des plaques. Ça, c'était très très bien, j'étais très contente, parce que c'est des plaques avec des pigments répertoriés, et alors il y a toutes les considérations, au point de vue chimique et autres, des plaques. Et alors là, on a mis elle n'a pas fait des quantités, mais deux de chaque, de façon à ce que je puisse les changer. Et comme je vous ai dit, les couleurs fondamentales, enfin bleu, jaune, vert et rouge, et toutes les expériences ont été faites avec ces plaques qui sont précises. D'accord. Mais alors dites-moi, le blanc et le noir, qui ne sont pas des couleurs. Non, mais ils agissent comme tels. D'accord. Le noir est rugueux, parce qu'il faut toujours faire attention que les effets sont inversés selon l'éclairage ou l'obscurité. C'est très important, ça. Oui, tout à fait. Alors, enfin, au jour, le noir est rugueux et freinant. D'accord. Voilà. Et puis le blanc aussi, mais peut-être l'importance est moins grande que celle du noir. Alors, le noir la nuit, il est comment? Parce que le jour, il est rugueux et freinant. Et le noir dans l'obscurité, il est ressenti comment plutôt? C'est comme des tendants, justement, antidépressifs. Oui, comme toutes les couleurs foncées, ce sont excepté le vert foncé, ce sont des couleurs qui sont favorables pour la nuit. D'accord. Justement. Oui. Mais ça, c'est le résultat de quantité d'essais et puis de ceux que faites dans des classes d'élèves, dans les universités, parce que là-bas, en URSS, c'est très important. Alors, les résultats sont beaucoup, beaucoup plus importants et ça se permet de travailler ensemble à ce point-là. Et comparer les résultats. Yvonne Duplessis, puis-je me permettre une question peut-être indiscrète concernant le lieu où vous habitez? Je suppose que vous faites extrêmement attention à la décoration de votre intérieur et aux couleurs que vous y mettez. Ah, pour l'appartement? Oui. Ah ben oui, bien sûr. Je suis en ce moment en Normandie. J'ai mis ma chambre, je l'ai fait être peinte il y a 2 ans, en bleu foncé. Parce que c'est une couleur qui est très bonne pour la nuit, par exemple. Très bien. Oui, puis en vert pâle, le couloir, parce que il est en plein soleil et c'est des couleurs plutôt détendantes et qui permettent d'aller plus vite et relaxantes. Très bien. Ça, c'est notre application. Et oui, Mais justement, au point de vue des applications, c'est très important pour la décoration des appartements. Et j'ai pu faire des expériences au laboratoire de Philippe, c'est le centre d'éclairagisme et d'information, où
y avait, parce que ça n'existe plus malheureusement, il y avait une pièce qui était faite entourée de murs en cylindrique, avec tout un mécanisme spécial qui pouvait tourner sur eux-mêmes et qui changeait de couleur. Qui est bleu, blanc cassé et rouge saumon. D'accord. Et alors j'ai emmené là, heureusement le directeur avait l'esprit large parce que je lui ai demandé si dans cette salle qui était faite pour étudier les couleurs pour les vitrines des magasins, je pouvais emmener des aveugles, forcément, parce que il fallait que ce soit des gens qui ne voient pas. D'accord. Bon, alors ça l'intéressait beaucoup, alors j'ai pu y aller parce que c'est toute une organisation. Et alors, enfin, je vous donne, pour simplifier, le résultat qui nous a vraiment étonnés, c'est que, parce qu'il y a aussi les changements d'éclairage, donc ils avaient mis lumière du jour et ils avaient mis, parmi les autres couleurs, ils avaient mis du rouge. Oui. Et là, j'avais amené un sujet qui est un aveugle de naissance et qui n'a jamais rien vu, qui ne connaît pas les couleurs. Oui. Quand on a mis du rouge, ça a été vraiment, on était vraiment étonnés. Il s'est levé, il était furieux, parce qu'il a d'ailleurs pas très bon caractère, mais furieux, il voulait s'en aller. On a été obligé de prendre 2 personnes pour le faire asseoir et mettre le plus rapidement possible du blanc cassé. Oui. Et parce que le rouge, en effet, est excitant au jour, mais alors à ce point-là, c'est vraiment le résultat était foudroyant. Il l'a ressenti immédiatement. Ah, mais alors violemment surtout. Alors il m'a dit que si je me fais décorer mon appartement, je ne mettrai pas cette couleur épouvantable parce qu'il avait gardé un très très mauvais souvenir de cela. Et c'est un aveugle de naissance qui vous a dit ça. Parce que ils sont pareils comme tout le monde. Évidemment. Pour la dermo-optique, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les aveugles et les gens qui voient. C'est ça qui est intéressant. Yvonne Duplessis, nous allons nous accorder une deuxième pause. J'ai encore plein de questions à vous poser sur les couleurs. Et notamment, j'ai vu sur le site qui relate vos expériences, un thème tout à fait étonnant. Comment peut-on percevoir une œuvre plastique? Donc ça peut être une sculpture, une peinture, avec les yeux certes, mais peut-être aussi avec la peau, avec le corps, puisque c'est encore une histoire de couleurs. On va en parler dans Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Je m'appelle Bagdad Tina Arena dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous abordons depuis une demi-heure maintenant un dossier tout à fait passionnant avec Yvonne Duplessis et Jean-Paul Bailly. Ce dossier s'appelle la dermo-optique. D'ailleurs, Jean-Paul Bailly nous donnera le site internet sur lequel vous allez pouvoir aller pour aller un petit peu plus loin. Et Yvonne Duplessis, je ne vous cache pas qu'il y a pas mal de questions qui viennent de nos auditeurs concernant la réaction que l'on peut avoir de manière consciente ou inconsciente. Enfin surtout inconsciente, c'est ça qui est intéressant, avec la radiation, hein, c'est ça, le rayonnement, la radiation des couleurs. Oui, hein. le rayonnement. Voilà. Alors, est-ce que, par exemple, ça c'est une question qui est arrivée par SMS, je le dis à ceux qui nous écoutent, vous pouvez envoyer vos questions au 71 200, Sud, un espace, ensuite vous envoyez votre question. Les plantes, par exemple, est-ce qu'elles sont sensibles ou les animaux aux couleurs? Ah ben, ça n'a pas encore été étudié. Ouais. On a assez de travail comme ça J'imagine. avec les humains, mais Oui. c'est certainement, on me l'a dit, ça serait très très intéressant à faire, mais on l'a pas fait. Oui. Non, et là en Russie non plus, ça, je sais pas en tout cas. Oui. Et l'Irlande, je crois, est intéressée. Enfin, il y a des Irlandais qui travaillent également hein, sur cet axe de recherche. Oui, il y a une Irlandaise qui est venue me voir au début de l'année, mais je sais pas trop ce qu'elle fait. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Oui. Enfin, ils sont au courant, c'est ce qu'on peut dire. Ouais. Alors, parlons maintenant de la question que j'ai soulevée juste avant que l'on interrompe notre conversation. J'ai lu sur votre site une conversation tout à fait intéressante, une interview que vous aviez donnée, une sorte de dialogue sur comment peut-on percevoir une œuvre d'art. Ah oui, ça doit être un article que j'ai fait avec le peintre Monsieur Georges Brunon. Exact. Qui lui a été très, il est toujours très intéressé par la dermo-optique parce qu'il trouve que justement dans le sentiment esthétique, tout le corps participe. Oui. Quand on dit qu'on aime tel tableau en simplifiant ou des choses au contraire ça ne vous plaît pas, ça vient très souvent non pas du regard mais de tout l'ensemble du corps qui est en somme
atteint, si on peut dire, sensible aux radiations non visibles des couleurs qui sont sur le tableau. Oui, c'est vrai. Il y a des œuvres d'art modernes qui ont été réalisées par des peintres d'avant-garde dans les années 60-70 qui, par exemple, consistaient à un immense aplat d'une seule et même couleur. Et c'est vrai qu'il y a une réaction, je dirais, épidermique face à ces toiles. Ben oui, c'est ça, mais moi, je ne me suis pas spécialisée dans l'art. J'avais étudié le surréalisme, mais justement, il y a très peu de couleurs. Mais au point de vue artistique, c'est Monsieur Georges Bonon qui considère justement ce domaine important de cette dimension cachée, en somme, des couleurs, et qui apparaît et qui est ressenti quand on regarde un tableau. Oui, quand tout le à fait. peintre le fait aussi. Oui. Et alors, en ce qui concerne les différentes applications, il y en a une multitude qui viennent à l'esprit. Par exemple, pour travailler, pour avoir l'esprit qui travaille dans de bonnes conditions, dans quel type de couleurs faut-il se mettre, par exemple? Ben justement, là, on a fait beaucoup de recherches, c'est encore en Russie, et ce sont sur les méthodes inconscientes, sur la vitesse des réactions. Par exemple, on va beaucoup plus vite quand il y a un papier jaune sur un pupitre d'élèves et par-dessus de l'aluminium pour pas qu'ils voient la couleur, parce que sinon ça peut influencer dans un sens ou dans l'autre. Il faut éviter absolument le regard. Et alors on a fait des centaines d'essais. On a vu que, par exemple, pour trier des figurines, c'est beaucoup plus rapide au jour avec du jaune, et au noir c'est ralenti. De même, en mettant une addition à faire, les termes d'une addition ou d'une opération mentale, les résultats sont bien meilleurs. Et puis moi j'ai fait des expériences avec les machines à calculer en mettant justement un papier jaune ou un papier noir, mais c'était dans un endroit qui était très peu éclairé, enfin à l'incandescence. Alors là c'est le contraire, c'est le noir qui active les réactions, il n'y a pas eu de faute, tandis que le jaune freine, au contraire, c'est l'inverse. Et alors surtout, il y a 2 ans, après que j'avais parlé de ça à Bogota, j'ai reçu un dossier très conséquent des professeurs d'école de Bogota avec des enfants qui avaient des difficultés pour le calcul mental, pour la lecture, etc., et qui ont appliqué ce que j'avais dit à propos du jaune et puis surtout à propos du jaune parce que les écoles sont très éclairées là-bas par le jour. Voilà. Et alors ils ont pris des témoins qui avaient des pupitres habituels et puis d'autres qui avaient des pupitres avec le jaune. Alors là, les résultats, d'après ce que j'ai reçu, j'ai toujours ces dossiers, sont surprenants parce que les élèves qui dormaient dans le fond de la classe se sont pas été réveillés. Et puis au point de vue opération mentale et même au point de vue d'analyse de leur QG, ils ont eu des résultats ont été bien meilleurs aussi. Et alors tout est indiqué, quand il y a eu les vacances, il y a eu une baisse des résultats, mais après ils ont repris très vite. Enfin, voilà au point de vue pratique, au point de vue pédagogique, l'utilisation du jaune et du vert au jour, et par contre des couleurs foncées, noir, rouge, etc., le soir à l'électricité. On travaille à l'électricité. Oui. Alors donc, si je résume, alors là, il faut que les couleurs ne soient pas dévoilées au regard, hein, on est d'accord? Non, parce que ça peut interférer dans un sens contraire. D'accord. Et puis on peut se suggestionner, tandis que là, non, on les voit pas, on dit rien, et alors les résultats sont très très surprenants. Surtout que j'ai de Bogota, c'est vraiment assez étonnant. Oui. Et alors, je reviens dans mon lieu de travail, ce studio, donc ici à Sud Radio où je suis, la table est bleu foncé. Bon, je la vois évidemment. Donc là, l'influence est peut-être perturbée par le fait que je la vois. Oui, bien. Mais est-ce que ce bleu foncé est une couleur indiquée pour un lieu où on doit être concentré et sur une longueur, là, par exemple, de 2 heures durant laquelle je fais mon émission, est-ce que le bleu foncé est indiqué finalement? Ça dépend de l'éclairage. Quel éclairage vous avez? C'est un éclairage avec des petits spots, vous savez, qui est somme toute un éclairage tout à fait classique, quoi. Incandescent. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est favorable, c'est le bleu foncé.
Donc, on a choisi de manière inconsciente la bonne couleur. Oui, mais ça arrive assez souvent, ça. Justement, Oui. ça inconsciemment, et ça, c'est très bien. Le bleu foncé, le bordeaux, etc., ces couleurs-là sont favorables dans un éclairage incandescent, elles sont favorables pour le travail, la concentration, etc. Alors, à contrario, ça c'est le studio dans lequel nous réalisons les émissions. Ici à Sud Radio, il y a un autre studio qui est à côté de celui où je suis, qui est appelé le studio rouge, parce que lui, il est rouge à l'intérieur, mais rouge pétard, vous savez, le rouge, rouge quoi, hein, vraiment. Est-ce que c'est une bonne chose? Et rouge est éclairé donc avec une lumière incandescente. Ben, c'est le rouge foncé. Non, là c'est un rouge Ben, vif, c'est un rouge vif. C'est moins bien. Ouais. Parce que ça n'est pas le jour, et ça serait favorable si c'était un rouge quand même foncé, mais c'est moins mauvais que si c'était du jaune ou du vert. Ouais. Mais c'est un peu trop vif peut-être pour avoir des résultats de détente. Ouais. Et étonnamment, on y travaille beaucoup moins dans ce studio rouge que dans le studio dit bleu, qui est un bleu foncé qui est plus propice donc au travail et à la concentration intellectuelle. Ah oui, certainement. Mais comme le disait Jean-Paul Bay tout à l'heure, les résultats sont très faibles. Et puis on n'a pas étudié les nuances. Parce qu'on a déjà assez avec les couleurs dont j'ai des plaques, comme je vous ai dit. Oui. Mais par contre, tout cela, ça a été fait en URSS. Ils ont fait aussi les nuances et tout ça. Oui. Mais alors, dites-moi, Yvonne Duplessis, parce que parmi les autres applications, là, on a parlé des applications dans des classes avec des résultats, comme vous l'avez signalé, à Bogota, tout à fait intéressants, pour des élèves qui étaient en difficulté, les faire travailler dans un certain type de couleur, les amener à avoir des résultats meilleurs. Mais dans les hôpitaux, par exemple, où on a besoin de sérénité, de calme, de se reposer, de se remettre en forme, quelles seraient les couleurs adéquates, selon vous? Ben, c'est toujours pareil, parce que quand c'est un éclairage incandescent, ce sont les couleurs foncées qui sont reposantes et qui permettent de se relaxer. Oui. Et alors, par contre, au jour, alors c'est ça qui est gênant, on peut changer, jouer sur l'éclairage, parce que on peut pas changer de pièce, parce que au jour, ça serait pas du tout les mêmes, ce serait le jaune et le vert, pâle. Oui. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est de modifier l'éclairage, de mettre la nuit dans une pièce qui était en jaune ou verte, de mettre des ampoules rouge foncé. Ouais. Enfin, il y a quelque chose à mettre au point parce que cette inversion est très difficile et très gênante pour des applications. Évidemment. Dans des pièces qui sont à tout faire, si on peut dire. Mais si je vous entends bien, les hôpitaux sont tous blancs, donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Oh non, c'est pas une bonne idée du tout, ça sûrement. Depuis des années et des années, les hôpitaux ont toujours été blancs, et c'est franchement pas bon. Oui, mais c'est parce que c'est plus facile. Oui. Comme ça, on ne risque rien. Enfin, mais il vaudrait mieux une couleur même faible, mais qui est décolorée, choisie si possible en raison de l'éclairage, ou bien alors neutre, du beige ou je sais pas, des couleurs neutres, mais c'est à étudier ça. Oui. Et alors, lorsque j'étais en train de préparer, je vous raconte un petit peu ma vie, Yvonne Duplessis, mais ça va être très court, je vous rassure. J'étais en train de préparer notre rencontre ce soir pour cette émission. Oui. Ma femme m'a dit, tiens, je connais un remède de grand-mère qui dit que quand quelqu'un a la varicelle, il faut l'entourer de rouge. Qu'en pensez-vous? Ah, ça, je sais pas, parce que... Vous ne connaissiez pas ce remède de grand-mère? Non. Parce que on ne s'occupe pas du tout de thérapeutique, ni en URSS, ni ailleurs. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être un remède traditionnel qu'on n'a pas expliqué, et on n'a peut-être pas expliqué. Oui. Parce que le rouge foncé, comme je vous dis, est relaxant, mais je
j'ignore complètement les rapports avec les maladies. Oui, tout à fait. Bien. Alors, en ce qui concerne les axes de recherche actuellement, donc que ce soit en Irlande, en URSS, ou comme vous nous l'avez dit à Bogota, donc en Amérique du Sud, ou avec vous en France, quelles sont les applications pratiques qui vont être mises en place? Parce que est-ce que vous avez des résultats probants pour dire voilà, on a étudié, voilà les résultats, voilà ce qu'il faut faire? Est-ce que vous en êtes arrivé là ou pas encore? Ah ben si, dans mes livres, ça y est, mais je vous dis, ça a intéressé les gens qui les ont lus ou ceux qui m'ont entendu dans des conférences. Lors des conférences, oui. Et ils les ont appliqués tels que, et c'est au point. Et actuellement, la seule chose que je sais actuellement, pour les d'autres applications, c'est en Ukraine. Il y a un chercheur là qui m'écrit assez régulièrement, en russe, enfin on traduit, oui. et qui est professeur de dermo-optique dans une école d'aveugles, parce que là-bas c'est officiel, et alors il est en train de faire des essais pour faire un alphabet en couleur. Mais je ne sais pas, c'est tout à fait au début, c'est maintenant. Oui. Mais sinon, pour les applications, n'importe qui peut les faire, puisque j'ai indiqué suffisamment les couleurs qui s'inversent, les éclairages. Et maintenant, par exemple, je suis en train d'étudier avec Jean-Paul Bailly les effets de la fluorescence. Et puis aussi, je mets maintenant des filtres sur les ampoules qui éclairent les stimuli pour voir si un filtre vert, rouge ou bleu modifie les résultats. Mais ça, c'est en recherche. Oui, tout à fait. Une dernière pause, Jean-Paul Bailly et Yvonne Duplessis, et on se retrouve ensemble dans Les Aventuriers de l'étrange pour la conclusion. Laurent Voulzy, dernier baiser, très joli, nouvelle chanson de Laurent Voulzy sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous parlons de la dermo-optique, une science toute nouvelle, très intéressante, passionnante, avec Yvonne Duplessis et Jean-Paul Bailly. Je me tourne vers vous, Jean-Paul Bailly, pour avoir votre réaction. J'ai été très intéressé et passionné par les résultats de ce professeur de Bogota, ce dossier qu'il a envoyé à Yvonne Duplessis et à vous-même concernant ces résultats, concernant les élèves en difficulté. C'est passionnant comme résultat et ça ouvre des voies de recherche qui sont très prometteuses. Ça ouvre effectivement beaucoup de voies de recherche, mais justement, il faut bien revenir sur justement la difficulté de cette recherche. Tout à l'heure, vous citiez le problème des tonalités dans les couleurs, problème des réactions aux plantes, aux animaux. Mais il faut bien voir la longueur quand on veut changer un paramètre dans ces expériences, c'est extrêmement long. Pour simplement citer dans le cas de la perception, c'est-à-dire en fait cette prise de conscience de cette réaction organique, qu'un sujet d'ailleurs avait bien défini en disant c'était la conscience au bout des doigts, vous voyez. C'est très joli. Ça. Eh bien, Yvonne Duplessis a mené pendant de 2001 à 2005 des classements qui consistaient en fait à classer 3 couleurs différentes 30 fois, et tout ça a été fait 3900 fois. Ça réclame. Et chaque sujet ne pouvait faire que 10 classements à la fois. En une demi-heure, il était fatigué. C'est pour vous montrer l'importance de la chose. Alors, il est évident que quand on a dépouillé tout ça, c'est parfait parce que sur les premiers dépouillements de 2300, on est à 1,75, si vous voulez une chance sur 0,75 sur 100, que ce soit l'effet de hasard. Et les meilleurs sujets descendent en dessous de 1%. Donc on est sûr qu'il y a quelque chose. Mais à chaque fois que l'on change un paramètre, on repart, Yvonne Duplessis repart pour des mois d'essais, vous voyez. Alors, c'est toujours difficile de pouvoir expérimenter là-dedans. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est quelque chose de pluridisciplinaire. Il faudrait qu'on arrive à être en contact avec des physiciens, physiologistes, parce qu'il semble bien que c'est à la charnière de ces deux disciplines que peut se situer en fait un petit peu une ouverture, vous voyez. Donc on est un petit peu à la demande si quelqu'un pouvait nous aider ou participer à des choses comme ça, on en serait particulièrement heureux. Ah oui, ça j'imagine. C'est dans ce sens. Oui. Yvonne Duplessis, dites-moi, vous qui êtes au centre de cette recherche, au centre du problème, qu'est-ce qui fait que en France, la science dite entre guillemets officielle ne s'intéresse pas plus que ça à ce domaine de
recherche alors que il commence à donner, et il a donné des résultats probants, comme nous l'a expliqué Jean-Paul Bailly, et que maintenant il faut des moyens. En URSS, ils ont des résultats. En Irlande, ils travaillent dessus également. En Amérique du Sud également. Pourquoi pas en France? Parce que en France, si on en parle, d'ailleurs je n'ose pas en parler, parce que tout de suite on vous dit c'est de la parapsychologie, c'est pas intéressant, et puis voilà, c'est terminé. On cherche pas à plus loin, si vous voulez. Oui. Alors, mais par contre, quand même, faut pas exagérer quand même, parce qu'il y a plusieurs architectes qui ont trouvé ça très intéressant. Évidemment. Et par exemple, ils ont utilisé justement les couleurs dans le sens dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, il y a une école d'informatique à Paris où les couloirs sont rouges et bleus pour à l'incandescence. La salle où il y a les ordinateurs est toujours c'est jaune et vert. Mais ça a été quand même difficile à appliquer parce que les professeurs, quand ils sont venus là, ils ont été plutôt surpris par des contrastes tels de couleurs puisqu'ils sont habitués au beige ou au gris. Oui. Et alors après, ils ont été très contents, ils se trouvent beaucoup mieux. Mais c'est très difficile à faire passer. Alors ils m'ont dit que, il y en a plusieurs, ils ont fait des écoles aux environs de Paris, d'ailleurs qu'on peut voir, où il y a justement des applications à la thermo-optique, mais ils le font sans le dire, en disant qu'ils choisissent ces couleurs parce que c'est plus joli, etc. Et sans en parler. Mais c'est pour ça encore une difficulté, et parce que on ne veut pas se pencher sur quelque chose d'inconnu. Et on est renvoyé à la parapsychologie. Alors que le propre d'un scientifique, c'est au contraire se pencher sur quelque chose d'inconnu, au contraire. Ben oui, c'est curieux, mais ça, j'ai remarqué, et c'est encore pire peut-être maintenant. Il me semble qu'il y avait du temps de M. Derribéry qui avait le centre d'information de la couleur, et d'autres chercheurs, M. Cheslin qui était physicien, et autres, qui justement s'intéressaient, avaient dit faire des expériences avec le noir, le blanc, etc. Mais maintenant, il me semble que ça n'intéresse pas beaucoup de monde, sauf au point de vue pratique, sans le dire. Oui. Oui, alors on ne va pas bien loin avec ça. Comme dit Jean-Paul Bailly, c'est ce qu'il faudrait en effet que ça soit pris en main par des chercheurs qui ont des laboratoires de physique ou de physiologie. Oui, tout à fait. Pour l'approfondir. Merci beaucoup en tout cas Yvonne Duplessis de nous avoir accordé de votre temps aussi tard un samedi soir. C'était très gentil à vous en tous les cas. J'étais très contente de venir et je vous remercie d'en avoir parlé. Je vous remercie et bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Jean-Paul Bailly, merci beaucoup de vous être penché également sur Sud Radio et d'avoir arpenté avec moi ces sentiers des aventuriers de l'étrange. Un site peut-être, un site internet pour que ceux et celles qui nous écoutent puissent en savoir un petit peu plus. Oui, un site internet qui est donc www. Oui. Alors, Créatic, C-R-E-A-T-I-C. Créatic, oui. .fr. D'accord. /CIC. /CIC, créatique.fr/CIC. Voilà. Et alors on arrive sur votre site. Sur un site de la couleur et dans la rubrique recherche, on trouve la dermo-optique avec un tas d'articles en français et en anglais sur le sujet. Oui, avec toute la bibliographie d'Yvonne Duplessis. Absolument. Pour pouvoir aller un petit peu plus loin si le sujet nous intéresse. Absolument. Merci beaucoup Jean-Paul Bailly. Voilà, c'est moi monsieur. Bonne fin de soirée, au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che se Lorio Massarini sostiene Retina Forza. Avant de vous souhaiter une bonne nuit à l'écoute de la musique sur Sud Radio et de retrouver les matinaliers dès demain matin, et en ce qui me concerne, vous retrouvez évidemment demain soir. Je vous donne le programme un petit peu de demain dimanche. Nous parlerons du monde merveilleux des fantômes avec Édouard Brazé, juste après la diffusion en intégralité et en direct du match Bordeaux-Lyon. Évidemment, ce sera sur notre antenne. Juste avant, il y aura TF
RBC Nice, là on parle de football bien entendu, et samedi prochain nous parlerons de prestidigitation et de phénomènes paranormaux avec Ranky qui a publié un livre très intéressant qui s'intitule De mes yeux vus, et dimanche prochain nous parlerons de la transcommunication sur Sud Radio. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir un contact avec des proches décédés? Merci à Mathieu Viguier qui signe la réalisation de cette émission, et merci à Pierre Massias qui me pôle comme tous les samedis et les dimanches pour la construire et trouver des invités qui, je l'espère, vous passionnent tout autant qu'ils nous passionnent. Je vous souhaite une excellente nuit sur Sud Radio et rendez-vous demain pour partir à la chasse aux fantômes.